Depuis quelques années, on rêve d'un campus dans lequel plus d'entrepreneurs vont venir réfléchir, prendre du recul, d'emmener leurs équipes, d'avoir un moment là, vraiment où on se projette dans le futur puis qu'on se pose des vraies questions. Le rêve initial de Marc, c'était le Princeton de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est toujours la toile de fond qui nous allume et qui nous excite. Et on travaille dans ce sens-là, concrètement, je te dirais, là, depuis 2-3 ans. Là. Isabelle, tu es la présidente directrice générale de l'École d'entrepreneurship de Beauce, une institution phare dans le domaine de la formation entrepreneuriale au Québec. Depuis ton arrivée, l'EEB a continué de se distinguer comme un lieu unique dédié au développement des entrepreneurs. Et pour donner un peu de contexte à notre audience, l'école a formé plus de 1100 entrepreneurs à travers ses différents programmes, consolidant ainsi son rôle de leader dans la prospérité du Québec entrepreneurial. Isabelle, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci de l'accueillir. Et Isabelle, l'École d'entrepreneurship est devenue au fil des années une institution incontournable pour les entrepreneurs québécois. Mais si on devait peut-être résumer à notre audience, qu'est-ce qui vous distingue des autres centres de formation? Quel mot tu utiliserais? Comment tu décrirais l'école? En fait, ce qui distingue l'EEB, là, particulièrement, c'est le E2E, donc l'entrepreneur-entrepreneur. Et bien que plusieurs personnes ou organisations disent qu'ils en font, ils en font pas comme nous. Ça, c'est sûr et certain. On a une équipe chevronnée qui accompagne des entrepreneurs de partout au Québec pour transmettre leur expérience, leur vécu, leurs bons coups, leurs mauvais coups à d'autres entrepreneurs. Alors, moi, j'aime beaucoup dire que l'EEB, c'est un lieu d'échange où un entrepreneur qui vient donner de son temps parce qu'on est un OBNL, peu subventionné, OK? Donc, c'est les frais de scolarité. Donc, c'est un entrepreneur généreux qui vient donner de son temps à un entrepreneur qui investit sur lui pour grandir. Cette cohabitation-là donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Et vous avez des gens assez exceptionnels qui viennent donner des cours, qui viennent donner des enseignements à tous. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais bon, j'aimerais parler peut-être un peu de ton parcours à toi, Isabelle. Tu as commencé ta carrière, je pense, en fondant la Formation Lebert, une entreprise spécialisée dans le développement personnel des gestionnaires. Tu as ensuite rejoint l'école en 2012 en tant que directrice de programme avant de devenir directrice générale en 2014 et maintenant présidente en 2022. Peut-être avant de parler de ton ascension dans l'entreprise, comment tu as fait ton arrivée à l'EEB? Comment tout ça s'est mis en place? Et peut-être que tu pourrais même nous ramener un petit peu avant tout ça avec ta carrière en affaires quand elle a débuté. Oh mon Dieu. Oui, moi, je suis une passionnée de la formation. Je suis une passionnée du changement organisationnel. J'adore ça. En 2010, donc l'école n'existait pas. Ou peut-être fin 2009, là, la date exacte, je ne sais plus, mais Marc Dutil a fait une conférence à l'EEB dans les anciens locaux. Il n'avait pas encore fait de transformation et il est venu expliquer ce qu'il allait faire. Et moi, j'étais beaucoup interpellée par ça. À l'époque, j'étais en affaires avec mon conjoint. J'étais encore en affaires avec lui, mais plus dans le domaine de la formation, là. Fait que on avait dit, OK, on va voir Marc, puis on le questionne un peu sur son modèle d'affaires, puis comment qu'il va coacher, puis comment qu'il va s'assurer d'avoir de l'impact. Bref, je pense que j'ai posé trop de questions. Et il m'a mis en contact à l'époque avec Nathalie Riverain et Katia Renaud. Et donc, peu après, j'ai entré en contact avec ces deux dames-là. Puis, écoute, la chimie entre nous trois, là, ça a été automatique. J'avais l'impression de trouver des sœurs. Et c'est là qu'elles m'ont tout de suite donné un poste de coach. Donc, j'ai eu le privilège de coacher les premières cohortes élites, donc de C1 à C4, là, en remplaçant d'un autre coach qui avait à l'époque, qui avait des méthodes très différentes des miennes. Peut-être pour situer un peu notre audience, C1 à C4, juste pour que les entrepreneurs qui nous écoutent soient capables de bien comprendre tout ça. Cohorte 1 du programme élite jusqu'à la cohorte 4 du programme élite, puis donner un aperçu. On va lancer la cohorte 28 du programme élite cet automne. Wow. Donc, c'est ça. Alors, j'ai été rapidement coach de cohorte et ça n'a pas pris quelques mois que Nat et Katia me demandaient de prendre la direction des opérations du programme élite. Donc là, j'ai été parachutée au cœur de toutes les cohortes. Et c'est là que j'ai appris l'entièreté là, de l'école, le modèle, et que j'ai eu la chance aussi de l'optimiser parce que moi, j'ai un bagage de coaching, que c'était le fun pour moi d'arriver dans ce domaine-là et là, d'améliorer ce qu'il y avait déjà en place, qui était déjà fabuleux. Et tu as parlé de la C1, qui va avoir bientôt la C28, donc il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru entre ton arrivée maintenant. À quoi ressemblait peut-être l'école si tu nous ramènes maintenant quasiment
10 ans en arrière de ça, peut-être même un petit peu plus quand tu as eu la conférence avec Marc Dutil en 2010. À quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était un projet qui allait peut-être devenir quelque chose? Où en étaient les réflexions? Mon Dieu. Mais c'est très drôle parce que souvent, quand on a une discussion avec Marc Dutil, qui est notre président de ça et le fondateur de cette école-là, je pense pas qu'il s'attendait à où on est aujourd'hui. Je pense qu'il est surpris de l'ampleur qu'a pris l'école. Tu sais, je me souviens aux 5 ans de l'école qu'on avait fêté à la CDPQ, les gens parlaient déjà d'une institution au Québec. Et souvent, je me fais dire, hey, ça fait juste 14 ans, on dirait que vous étiez dans le paysage depuis toujours. Mais quand je suis arrivée, l'école, c'était une initiative exceptionnelle, là, qui a été créée par 2 femmes exceptionnelles là, qui ont chapeauté ça avec Marc, là, donc Nat et Katia. Et ils ont créé quelque chose qui n'existait pas. Ce modèle-là n'existe pas encore aujourd'hui. Ce modèle d'OBNL, de donner au suivant, de partage d'expérience, on les paye pas, nos profs, là. Puis on charge quand même un certain montant des entrepreneurs, là. C'est vraiment le monde à l'envers quand on regarde la formation au Québec actuellement. Donc c'est ça. Alors, écoute, c'était un peu fou comme énergie. Il y avait une fébrilité. On attendait les gens arriver. Moi, je me souviens au début, là, on avait hâte que les cohortes rentrent parce qu'il y avait juste, mettons, 4 cohortes au début. Fait que, tu sais, nos cohortes viennent aux 6 à 7 semaines à l'école. Maintenant, on roule à 4 cohortes élites et 2 émergences par année. Donc, on roule à 6 cohortes en continu, plus toutes sortes d'activités entre les cohortes en début de semaine. Tu sais, au début, on roulait à maximum 4 cohortes, donc on avait hâte que les cohortes arrivent à l'école. Ben oui. On avait beaucoup de temps de création, probablement trop. On réinventait la roue, on réinventait le monde à chaque fois que les cohortes entraient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peaufiné notre modèle. Il y a beaucoup plus de profondeur. Il y a beaucoup plus d'échanges authentiques, vérité. On est beaucoup plus capable de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Bon, c'est ça. On s'est amélioré à travers les années. Puis l'autre affaire, c'est que les clients, donc l'entrepreneur qui vient chez nous, là, tu me lances une question, puis je réponds à 22 en même temps, là. Non, c'est parfait. On aime ça. C'est ça un podcast. Le client nous donne une rétroaction. Donc, le client entrepreneur exigeant nous donne une rétroaction chaque semaine de ce qui a bien été, de ce qui a moins bien été, de ce qu'il aurait aimé voir dans son programme. Donc, à tous les semaines, depuis 14 ans, l'ERB s'améliore par la voie des entrepreneurs. Et ça, c'est de l'or, là. Et c'est pour ça, probablement, qu'on a eu cette ascension-là, et cette croissance-là, et cette évolution-là. C'est sûr. Et je serais curieux de t'entendre ici. Qu'est-ce qui animait les fondateurs? Quel était leur but premier en lançant cette école-là? Parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître évident. On veut aider les prochains entrepreneurs à bâtir des meilleures entreprises, à aider l'économie du Québec. Mais bon, il fallait quand même se poser des bonnes questions pour arriver avec un cadre de la sorte. Quelle était l'énergie, là, l'effervescence qui se déroulait dans ces rencontres-là, début 2010? Là, j'étais pas là. Je vais te dire ce qu'on m'a raconté. Bien sûr. En fait, ce qu'on m'a raconté, il y avait beaucoup d'initiatives à l'époque, puis encore aujourd'hui, si on regarde l'écosystème en démarrage, en accélérateur. Il n'y avait pas d'initiative pour le chef en croissance. Et dans tous les focus group qu'ils ont fait, dans toutes les rencontres qu'ils ont faites, ils sont partis avec le carnet d'adresses de Marc et Marcel Dutil. Donc, on a été rencontrer les entrepreneurs de partout au Québec. On leur a dit, s'il y avait eu une école à votre époque, qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre? Et là, chacun des entrepreneurs venait dire, hey, moi, j'aurais aimé ça comprendre l'importance du client. Moi, j'aurais aimé ça savoir compter parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. Moi, j'aurais aimé ça comment gérer. Fait que c'est vraiment les entrepreneurs du Québec qui ont tapissé les programmes élites et émergents. C'est eux qui ont donné les sujets qu'ils trouvaient pertinents à voir. Puis, en fait, ce qu'on m'a raconté, c'est que dans toutes les rencontres, ce que les entrepreneurs disaient, c'était, on peut-tu avoir un entrepreneur sur l'épaule qui vient nous chuchoter à l'oreille? Moi, là, j'ai fait ça, puis je me suis plantée. Moi, j'ai fait ça, puis j'ai réussi. Ça m'a sauvé 10 ans d'expérience. Que c'est ce petit entrepreneur-là qu'on a voulu représenter à l'école avec notre E2E. Donc, des moments de partage intime, profond, vrai, entre entrepreneurs qui se parlent des vraies affaires. Il n'y en a pas de touristes chez nous. Il n'y a pas d'entrepreneur qui n'est pas humble, qui vient pas dire, ben voici comment moi j'ai grandi, voici l'erreur que j'ai faite. J'aime beaucoup le 24 heures de Nicolas Bouchard qui vient dire toutes les erreurs qu'il a faites quand il a acheté du proprio puis quand il a voulu aller dans l'Ouest canadien. T'sais, quand tu entends ça, tu peux pas dire OK, là, c'est pas vrai, là. Non, c'est ses erreurs, c'est ses gaffes, c'est son expérience de vie.
Fait que voilà. Hmm. L'objectif ultime de départ, qu'on continue de travailler à chaque séjour chez nous. Et bon, tu as mentionné quelques points. Tu nous as dit que tu as optimisé avec ton équipe les programmes à travers les années. Euh, Parlons un petit peu. 2014, tu deviens directrice générale. Tu es déjà dans l'entreprise depuis quelques années maintenant et tu vas avoir les mains sur le volant pour essayer d'améliorer l'école, la faire croître encore de plus en plus. C'est quoi le diagnostic que tu fais à ce moment-là? Quels sont les défis? Qu'est-ce qui manque à l'EEB pour vraiment être encore plus présente dans le paysage entrepreneurial québécois? Grosse question. Premièrement, tu sais, je me souviens encore de l'émotion que j'avais quand Marc m'a demandé de prendre la direction générale, là, parce que j'ai dit non 2 fois. 2 fois. Oui, j'ai dit non 2 fois. Ça s'est passé très vite, Pourquoi? normalement. En fait, parce que Nat Riverain, c'était c'est encore quelqu'un que je respecte beaucoup. Je trouvais qu'elle avait créé quelque chose de magnifique pour tout le Québec. Je trouvais que le B, c'était un OBNL exceptionnel. C'était un endroit d'exception. Il y avait des rencontres de personnes extraordinaires là. Puis j'ai probablement eu le syndrome de l'imposteur pendant un bout. Que je me suis dit, OK, là, moi, qui suis-je pour chausser ces chaussures-là et de continuer l'œuvre de 2 femmes que j'adore et que je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable. Là. Fait que j'ai eu beaucoup ouais, je pense que j'ai eu un peu peur de faire ça. Et j'ai eu un style exceptionnel qui me dit, ben non, Isa, c'est toi qu'on veut, c'est toi, on t'a vu aller, puis on pense que t'es la bonne personne. Je me suis dit, oh my God, OK. Et comme je suis une fille un peu, je dirais naïve et de défi, j'ai dit, bon, je vais t'aider. C'est ça que je dis à Marc. J'ai dit, trouve quelqu'un, mais je vais t'aider, je vais faire un bout de chemin. Et, et le mandat, et puis je suis jamais ressortie, by the way. Bien Et le sûr. mandat que j'avais du CA était aussi différent. Donc, c'était d'opérationnaliser et de structurer un peu cette école-là. Comme je te disais tantôt, on commençait à avoir un roulement, on commençait à avoir des courtes à chaque semaine. On avait une équipe qui s'épuisait de toujours recréer, de toujours, tu sais, c'est une start-up, Ouais. là. C'est-à-dire, on est fou, là. Il y a rien qu'on fait pas arriver, il y a rien qu'on n'imagine pas. Alors, comme dans n'importe quelle start-up, il a fallu se calmer un peu, puis de structurer nos processus, puis d'opérationnaliser. Il y avait une phrase belle fun. À l'époque, j'avais un administrateur qui s'appelait Sébastien Forêt de la compagnie Bleu Blanc Rouge, puis il m'avait dit, c'est le passage de l'artisanat à l'industrialisation. C'est le premier step que le B doit faire pour rester pérenne et continuer sa vocation. Donc, ça a été le premier mandat que j'ai dû faire. Avec plein de défis, plein d'erreurs. Je me suis pété la face à certaines époques, mais bon, on s'en est sorti. J'imagine que tu as des anecdotes pour nous, là. Ben oui, tu sais, moi, je suis une fille de défis, là. Alors, moi, si tu me dis, OK, il faut t'opérationnaliser, puis il faut que tu rendes cette école-là pérenne. Alors, moi, j'ai fait comme, OK, il faut rentrer des projets, il faut rentrer de l'argent, il faut rentrer des clients. Il faut pas perdre la magie, il faut pas perdre le lieu unique, il faut pas perdre la chaleur qu'on a chez nous. Et je te dirais que les premières erreurs que j'ai faites, c'est d'oublier l'équipe EB. J'étais focus client, j'étais focus argent. Il faut que ça marche, cette institution-là pour le Québec. Puis l'équipe a un peu écopé de certaines décisions que j'ai prises. Et jusqu'à une planif stratégique assez difficile qu'on a faite avec toute l'équipe et tout le conseil d'administration, dans lequel je suis sortie de là et j'ai écrit ma lettre de démission parce que je me suis dit, OK, là, je suis vraiment pas la bonne personne parce que je m'en vais dans une direction et mon équipe s'en va dans une autre direction. Puis heureusement, c'est drôle ce que je veux dire, mais heureusement, la pandémie est arrivée. Et là, ben, j'ai pas eu le choix de prendre un recul, tout arrêté. Bien sûr. Alors là, il fallait gérer les urgences, il fallait garder l'équipe en place, il fallait mobiliser l'équipe. Durant cette panique stratégique-là, Marc m'avait dit, Isa, je vais te faire vivre quelque chose que moi j'ai vécu chez Canam, ça va être très difficile, mais tu vas entendre et tu vas voir toutes les choses qui vont pas à l'EB. Et effectivement, j'ai vu et j'ai entendu tout ce qui allait pas dans cette école-là. Et j'ai pris des cours, j'étais au MIT. Pendant le COVID, on avait le temps. Alors, j'étais au MIT en innovation, en leadership, et j'ai compris que j'avais beaucoup négligé l'équipe dans certaines de mes décisions.
pas que je trouvais pas qu'il était pas important, mais il passait après. Il Ouais. passait après certaines décisions. J'ai aussi appris que quand je prenais une décision difficile, j'ai pris des décisions difficiles à l'école, puis je reprendrais la même décision aujourd'hui, mais je la ferais pas pareil. La façon que je Mmh. communiquais des décisions difficiles, j'ai écorché des gens. La relation a passé après. Fait que, tu sais, j'ai comme vu plein d'erreurs que j'avais faites. Et à partir de la pandémie, ben, j'ai rebâti l'équipe. J'ai rebâti la vision. Je me suis permis de rêver au futur, de mieux expliquer où je m'en allais. De me faire des comités d'innovation, de jaser avec de dino, de stratégie avec l'équipe. Que voilà, c'était comme beaucoup d'expérience en peu de temps. Intéressant. Très honnête comme Voilà. anecdote également. Tu as parlé d'un point, innovation. Vous êtes dans une dynamique qui est assez intéressante parce que vous voyez de tout. Vous avez des entrepreneurs dans plein de catégories. Vous êtes capable de voir les nouvelles tendances. Vous êtes capable de voir des anciennes entreprises se renouveler. De votre côté, comment vous faites année après année pour amener une nouvelle saveur à ce que vous offrez, à amener les meilleures tendances du moment, à être certain que les entrepreneurs qui viennent à l'EEB en ressortent avec ce qui fonctionne pour le mieux en 2024 et ultimement en 2025? Comment vous amenez un petit peu ce segment d'innovation à ce que vous faites? Ben, on n'a pas le choix. L'EEB, c'est une institution qui est née des besoins des entrepreneurs. Donc, on est continuellement à l'écoute de leurs besoins. On a eu, pendant la pandémie, on a fait différents focus group pour bien comprendre leurs besoins, leurs enjeux, l'évolution. Puis, tu le sais, là, pendant la pandémie, il est apparu plein de nouveaux enjeux et de défis organisationnels. Bien sûr. Donc, on a vraiment été capable on est collé à notre client. On a toujours 30 entrepreneurs par semaine à l'école. Alors, moi, j'ai un groupe de 30 en continu. Comme je te disais tantôt qu'ils me font une rétroaction. Donc, ils viennent me dire ce qui va pas, les enjeux qu'ils ont. Fait qu'on est vraiment à l'écoute de tout ça. J'avais assisté aussi à une conférence dans laquelle le conférencier disait c'est pas compliqué, l'innovation, ça prend du temps et ça devrait. En fait, l'innovation, c'est le futur de ton organisation. Fait que Bien sûr. si tu mets pas du temps à ton agenda pour ça, puis lui, il parlait écoute, je pense que c'était 2 jours par semaine. Donc, moi, j'ai imposé du temps à chacun de mes directeurs. Moi, j'ai du temps dans mon agenda à toutes les semaines sur l'innovation. Donc, c'est bloqué, c'est là, je réfléchis. J'ai du temps avec mes directeurs sur l'innovation également. Donc, le jeudi, ça s'appelle jeudi stratégie. On est tout le monde ensemble. On a une thématique de stratégie à réfléchir, une réflexion, etc. Donc c'est ça. Il faut que ça fasse partie du quotidien des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Puis c'est là le nerf de la guerre. Là, je veux dire, Bien sûr. il y a quelque chose de plus compliqué entre exécuter un plan puis penser au futur. C'est non-stop ça. Là. Fait que, mais ça prend du temps et il faut le mettre, il faut le Bien sûr. planifier puis il faut l'avoir. C'est le défi de gérer une entreprise, littéralement. Et peut-être j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour bien expliquer à notre audience. Donc, tu le mentionnais, tu es arrivé, il y a eu la C1, il y a la C28 maintenant, il y avait le programme Élite. Mais est-ce que je me trompe s'il y a d'autres programmes également qui se sont intégrés avec l'école? Donc, tu mentionnais, il y avait peut-être des gens qui débutaient en affaires. Programme Élite, j'imagine, c'est plus avancé. Mais vous n'avez pas également maintenant des thématiques pour les repreneurs? Comment tout ça se met en place dans les programmes de l'EB? Ben, en fait, en fonction des besoins du marché et de tout l'économie du Québec, là, bon, tu le sais, aujourd'hui, le repreneurship, c'est un sujet d'actualité. On en parle partout. On en parlait depuis plusieurs mois au Conseil d'administration de l'école sur qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation, comment on fait pour sensibiliser les gens à une éventuelle vente d'entreprise, à conserver nos sièges sociaux au Québec. Ça, c'est en continu au CA depuis plusieurs années. Et est arrivé le Fonds de solidarité du Québec qui nous a dit, écoute, nous, on aimerait ça contribuer avec vous autres, avec VN, avec Desjardins, qui sont nos partenaires depuis toujours. Puis on aimerait ça amener une thématique plus repreneur dans vos programmes. Là, leur enjeu, eux autres, c'est qu'ils sont venus nous voir en nous disant, je le sais que ça prend des entrepreneurs, ça prend une entreprise pour venir à l'école, mais là, on veut savoir ceux qui ont peut-être pas d'entreprise, puis qui ont envie de lever la main pour peut-être un jour gérer une entreprise. Donc, c'est cette clientèle-là qu'on a été chercher avec nos 3 partenaires, donc le Fonds, Valley Fonds, la Banque nationale et Desjardins. Alors, on était dire à un directeur
d'usine, un directeur de production, un directeur des ventes, RH, n'importe quoi. Toi, as-tu l'intention un jour de prendre la relève d'une entreprise? Et si oui, lève la main. Et on a fait des séjours chez nous pour cette clientèle-là qu'on appelle les séjours entreprendre. Et ensuite de ça, de fil en aiguille, on avait jasé aussi avec le CA. OK, mais comment on fait pour encore plus parler de pérennité? Et là, en octobre, on va lancer, on a déjà lancé, mais la première cohorte de pérenniser va avoir lieu. Donc ça, c'est pour des chefs d'entreprise qui vont venir réfléchir à toutes les options possibles. Parce que souvent, ce qu'on a réalisé, là, c'est que il y a peu de réflexion en amont de la transaction. C'est qu'à un moment donné, le chef d'entreprise d'une soixantaine d'années arrive, qui a un problème de santé ou pas, il essaie de vendre son entreprise, il a pas trop réfléchi. Derrière moi, on en parlait avec un, là, le monsieur a 64 ans, là, il a identifié 2-3 personnes dans son organisation, mais c'est pas clair le nombre d'actions, c'est pas clair qui, c'est pas clair quand. Il y a rien de clair dans sa situation. Donc, pérenniser, ça dit, viens réfléchir, on va faire le tour avec toi de ta business. On va regarder les différentes options possibles. Tu vas être accompagné par des experts parce que, tu sais, j'ai des entrepreneurs qui vont me dire, moi, là, je cherche un opérateur. Je vais être tout le temps propriétaire de ma business ou ma famille va l'être, mais je cherche un opérateur. Il y en a d'autres qui disent, non, moi, je suis prête à vendre 25-50% de mes actions, mais la famille va en garder une partie. D'autres disent, moi, je veux vendre en totalité, j'ai personne chez nous, je cherche un releveur, je veux que mon entreprise continue. Mais toutes ces options-là, on les connaît peu. On connaît le traditionnel. et c'est ça que le séjour pérennisé met en lumière. Viens réfléchir, prépare-toi pour qu'au J, tu auras toutes les options devant toi puis tu pourras prendre les bonnes décisions pour ton entreprise. Puis ta collectivité, là, une PME au Québec dans une région, c'est un village. Alors, donc, ça, c'est pérennisé. Puis de fil en aiguille, je veux dire, en fonction des besoins des entrepreneurs, on a créé des choses pour leurs équipes. Dernièrement, on a fait, on a fait s'aligner. C'est un moment, souvent quand on arrive en planif stratégique, on parle vite des objectifs, mais on n'a peut-être pas réfléchi à la vision. On a-tu réfléchi? Est-ce que les valeurs sont encore les bonnes? Est-ce qu'on comprend toutes les mêmes valeurs comme il faut? C'est-tu clair? Nous, dernièrement, à l'EAB, on a fait tout le ménage de notre offre de produits parce qu'on avait des visions différentes. Ce produit-là, on ne s'entendait pas. Fait qu'on a comme clarifié ça avant notre planif stratégique. Fait que quand on est arrivé en planif, c'était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté. Que c'est des genres d'ateliers qu'on fait avec nos clients quand on entend leurs besoins dans la salle de classe. Et quels sont les besoins en ce moment? Les besoins criants, là. Un top 3. Le top 3, j'aime pas ça, les top 3. Je vais dire ceux qui... mon top 3 à moi, OK? Finance. Je trouve qu'au Québec, nos chefs d'entreprise ont une faible connaissance de toutes les finances possibles. Puis on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas. On connaît le traditionnel, comme je te disais tantôt, mais on connaît pas les autres façons de financer un projet. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, je cherche du financement pour un projet XYZ, ils ne savent pas où aller. Fait que la finance, c'est un gros morceau. Ouais, j'ai comme pas le goût de te le dire, mais je vais te le dire, tout ce qui est santé mentale. Ça, on essaie d'avoir de plus en plus d'espace pour en parler. Je suis pas de celles qui pensent que les entrepreneurs sont plus des problèmes, je pense, de santé mentale. Je pense que dans la société en général, j'aurais tendance à dire que selon les professions, le pourcentage va être tout le temps sensiblement le même, selon moi, là. Cela dit, c'est quand même des personnes, des hommes et des femmes qui gèrent du changement, qui gèrent d'innovation, qui gèrent de l'insécurité, qui gèrent... fait que c'est sûr que on est plus à risque, pas plus à risque, mais c'est souvent là, c'est souvent présent, c'est flou. Fait que je pense qu'il faut faire attention puis il faut en parler de plus en plus. Peut-être, écoute, il y en a tellement, là. Je pourrais te parler des ressources des gens, toute la gestion du personnel, je pourrais te parler d'exportation. Je trouve qu'on va plus à l'international au Québec. Non, je t'en ai donné 4. Là. Et on va regarder l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que tu sens qui va bien avec les chefs d'entreprise, les gens avec qui tu parles? Qu'est-ce qui distingue peut-être un petit peu les bonnes entreprises de ceux qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés? Je serais curieux d'entendre parce qu'on parle souvent des problèmes, mais rarement, des fois, on prend le temps de sortir les bons coups puis ce qui fait en sorte
que les entreprises se distinguent? Qu'est-ce qui va bien? Comment qu'on pourrait inspirer les autres entrepreneurs qui nous écoutent autour de ça? Ce que j'aime le plus à l'école, ce que j'aime voir, c'est des hommes et des femmes qui, malgré tous ces enjeux-là, demeurent des gens passionnés, des gens motivés de faire la différence, de créer de la valeur dans la société. Les bons chefs d'entreprise sont pas là pour eux autres, sont là pour générer de la valeur pour les autres. Ils voient l'impact qu'ils ont qu'elles ont dans une communauté. C'est des gens généreux. Dans tous nos programmes élites, chaque cohorte met sur pied un projet communautaire. Donc, soit qu'ils créent quelque chose de toute pièce, ou soit qu'ils viennent en aide à un œuvre, un OBNL à quelque part. Fait que, et c'est ça, ils sont là pour les autres et c'est tout le temps motivant de voir à quel point ils peuvent s'aider, qu'ils ont envie d'aider. Puis quand on gradue une cohorte élite, la première chose que ces gens-là me disent, c'est si tu as besoin de moi, je reviendrai voir des jeunes. Je suis disponible pour venir redonner de mon expérience à des cohortes plus jeunes. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me fait chaud au cœur de voir à quel point on a une communauté qui est contributive, mais je pense que c'est une des grandes forces des entrepreneurs, de vouloir redonner puis d'aider son prochain. Puis ça, on n'en parle jamais dans la société. Oui, dans la communauté entrepreneuriale, on valorise beaucoup la profession d'être entrepreneur, mais dans la société en général, je trouve pas qu'on le valorise encore assez. Mais pourtant, c'est ça. À 95-99%, c'est des personnes exceptionnelles qui ont envie d'aider leur prochain et de donner. C'est marque du style, malgré la business qui run est disponible pour chacun de nos athlètes. Je dis envoie un texto puis un courriel, puis en dans 5 minutes, tu as une réponse. Je vais te parler à 4 heures, je vais te parler demain matin. Mais je dis Marc, mais j'en ai d'autres aussi comme ça, là. Puis c'est ça. Fait que ça sont. La passion, c'est la passion qui unit tous ces entrepreneurs-là. Je pense que oui. Puis heureusement qu'ils le savent. Comme je te dis, avec tous les enjeux, s'ils ne le seraient pas. Isabelle, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent chaque semaine et qui nous posent des questions, parce que c'est déjà arrivé un peu, de qu'est-ce que l'école peut amener littéralement pour eux dans leur parcours en affaires. Parce que sur les 345 entretiens de gens qui sont venus sur le podcast, beaucoup des entrepreneurs étaient venus à l'EEB et beaucoup de messages par la suite nous ont été envoyés à savoir un peu qu'est-ce qu'on pensait de l'EEB. Tout ça, je pense que personne n'est mieux pour y répondre que la présidente directrice générale. Qu'est-ce qui fait en sorte, comment ça peut aider un entrepreneur de faire un parcours élite, de faire un parcours s'aligner à l'EEB? Qu'est-ce qui ressort des gens après les parcours? Okay, si je prends élite, moi, j'aime dire que c'est un parcours de cohérence et de confiance. Donc, souvent, le client élite, c'est un client qui a pratiquement tout appris par lui-même. Et il arrive dans élite, je dois dire un peu mêlé. Il a été au bout de son propre jardin, là, et là, il sait pas c'est quoi la prochaine étape. Il a envie de grandir, mais bon, est-ce que c'est une acquisition? Est-ce que c'est une fusion? Est-ce que je vends des parts? Est-ce que je me diversifie? Peu importe, là. Donc, dans Élite, on va aider l'entrepreneur à faire les choix cohérents en fonction de sa vision. On vient attacher des fils, OK? C'est quoi ta vision? Ton équipe, elle s'en va où? Qu'est-ce que tu as comme force dans ton équipe? C'est quoi ton marché? Comment tu peux être sûr que tes prochaines décisions vont faire du sens avec qui t'es, où tu t'en vas, etc. Fait que ça, c'est beaucoup le programme Élite et c'est un accélérateur. Je veux dire, tu vas rencontrer environ 12 modules, à peu près 25 entrepreneurs entraîneurs. Donc, tu vas rencontrer 25 entrepreneurs d'expérience qui vont t'expliquer leur cheminement dans différents modules. Il y a 12 modules Élite. Là. Comme je disais tantôt, là, ça parle autant de soi comme entrepreneur, le client, les finances, l'environnement, la prise de décision, limite là. Donc, ça, c'est principalement, en quelques mots, là, ce que l'entrepreneur vient chercher. Ouais. Puis, ajoute à ça tous les outils, parce que chaque entrepreneur a ses outils. Donc, on dit tout le temps que c'est un buffet. Donc, viens chercher, ça veut pas dire qu'il faut que tu partes avec 50 outils, parce que tu vas mêler ta graine dans ton organisation, mais tu vas être au parfum des outils que les autres ont utilisés, comment ils ont utilisé, comment ça les a aidés, fait que tu es capable de faire des choix cohérents, encore une fois, en fonction de où tu t'en vas dans ta business. Fait que ça, c'est un programme Élite de 2 ans. Puis là,
et un réseau de contacts exceptionnel, là. Je veux dire, Ben, bien sûr. c'est probablement parce que l'avantage numéro 1, selon moi, La plus belle chose. C'est le réseau de contacts. Être capable de demander de l'aide. Quand tu as appris par toi-même, quand tu es un one-man show, souvent de demander de l'aide, c'est difficile. Moi, je connais pas une PME à succès au Québec que l'entrepreneur n'a pas demandé de l'aide, qui n'a pas été chercher quelqu'un d'autre pour l'aider. Fait que juste de sortir de tes croyances de je suis le seul capable de gérer ma business, non. Puis la pérennité, je veux dire, si tu es un one-man show, après toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si tu aimes assez ta business, mets les choses en place pour que ça continue après toi. C'est ça qui est important dans nos entreprises au Québec. Fait que, tu sais, ça, je te fais un portrait un peu grossier, là, mais ça, c'est Elite. Émergence, c'est un programme d'1 an pour soit des relèves identifiés ou des fondateurs. C'est un programme de leadership. C'est un programme de clarification de vision. C'est sensiblement la même chose que Elite. Cela dit, c'est un programme dans lequel tu vas, vu que tu as 1 an, c'est des décisions un peu à court terme. Je vais le résumer comme ça. Donc, leadership, cohérence, ta vision, comment tu vois ton arrivée, comment tu vois ta vision après celle de ton père, de ta mère, comment tu vas faire en sorte que cette vision-là passe avec les gens qui ont 25-30 ans d'expérience, souvent plus que toi dans l'organisation. Comment tu reconnais ce qui était là avant toi? Comme relève, c'est super important tu sais, je veux dire, il y a un ADN dans cette entreprise-là. Donc, comment tu respectes cet ADN-là, t'en bénéficies, mais tu traces aussi ta voie. Fait que ça, c'est plus le programme Élite. Je dirais que dans Émergence, pardon. Donc, ça, c'est un programme qu'on propulse beaucoup plus le leadership de la personne. Dans Élite, je dis souvent qu'on va te déconstruire parce que quand ça fait 20-30 ans que tu as des patterns et des croyances, on pense à une petite déconstruction pour être capable d'aller ailleurs. Il faut qu'il y ait un peu un chaos à un moment donné que tu vois plus clair pour dire OK, quel changement je peux opérer là. Malheureusement, l'humain est souvent fait comme ça. Bien sûr. Sinon, il y a différents programmes. Là. Un des programmes qui m'épate tout le temps, moi, c'est le SEED pour les jeunes. Donc, les jeunes viennent à l'école 4 jours, 5 jours. Moi, mon fils l'a fait à 19 ans. Il a fait un de mes fils a fait un SEED sage qu'on appelle. Donc, c'est un SEED... c'est 19-22 ans. C'est des cours qu'on a la chance d'avoir avec des gens à l'international. Donc, ça leur permet de voir d'autres réalités. Et en 4 jours, mon fils me dit Maman, je voyais mon futur, je voyais tout ce que j'avais à faire et j'avais la tête grosse de même. Puis il dit là, je l'ai décortiqué en petites bouchées. J'étais capable d'écrire mon X, c'est quoi. Je me connais davantage. Il s'adapte maintenant à son père quand il parle. Il est capable de dire, OK, là, papa, là, je vais m'adapter. Et en 4 jours, il a réalisé tout ça. Moi, je suis estomaquée de voir comment les jeunes sont des éponges et qui sont capables d'aller acquérir tellement d'expérience en 4 jours. Puis eux aussi rencontrent des entrepreneurs qui viennent les faire rêver, les fait voir c'est quoi la profession d'entrepreneur. Fait que ça donne le goût après de se lancer peut-être en affaires. Là. Ben, en fait, c'est ça. Ça donne le goût ou pas. Et c'est bien correct. Oui, comme je te dis, c'est un accélérateur. Moi, j'ai des jeunes qui sont passés par émergence et qui ont dit à leurs parents, ben, c'est pas pour moi. Puis c'est correct, là. Attendons pas d'avoir 40 ans et d'être malheureux toute sa vie, là. Fait que c'est un accélérateur dans toutes les sphères de ta vie, le hobby. En cohérence. Ouais. Et à quoi ressemble ta journée typique de ton côté? Tu nous parles des jeudis où est-ce que tu prends du temps pour avoir un pas de recul, réfléchir, penser stratégie un peu. À quoi ressemble une journée de la présidente directrice générale de l'EB? Ça dépend des semaines. J'imagine, hein? Ben, en fait, ma journée de rêve, là, ou ma semaine de rêve, je dois dire. Ben, avant, là, un jour, j'ai encore parlé de Marc, là, mais un jour, Marc a dit à l'école, il a dit, moi, j'ai pas un équilibre hebdomadaire. Il a dit, moi, j'ai un équilibre annuel. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Parce que je peux pas dire que je suis quelqu'un d'équilibré à chaque semaine. J'aime beaucoup avoir du temps pour réfléchir. Donc, moi, j'ai 3 pôles, je te le disais tantôt, là. J'ai la pérennité de l'école, j'ai le client et j'ai mon équipe. Donc, c'est sûr que je sais entre ces 3 pôles-là, j'ai des réunions en fonction de ça. Et j'aime avoir du temps pour... C'est sûr que je me lève, là, j'ai besoin de temps. Là. Je suis un bébé, même si j'ai de l'air très... comment on dit ça? Extraverti. Je suis un peu introvertie. Donc, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Quand je suis trop en rencontre, mon adjointe, elle le sait, je suis pas efficace.
Faut que je pense. Fait que j'aime me lever, prendre le café, lire, placer mes intentions de ma journée. Ça, c'est mon matin idéal, là. Après ça, tu peux m'envoyer où tu veux sa planète, mais laisse-moi le temps de prendre un café, de lire, puis placer mes intentions. Ouais. C'est ça. Après ça, donc, j'ai des réunions avec, comme je te disais, pérennité, équipe, client. Ça joue toujours autour de ces 3 pôles-là. J'essaie d'être chez nous les lundis, vendredis, quand c'est possible. J'essaie d'être à l'école ou en rencontre extérieure du mardi au jeudi. Mais je veux dire, la semaine passée, j'étais à Montréal toute la semaine. Donc, tu vois, c'est impossible. Là. Je n'ai pas fait ça du tout. J'essaie d'avoir des blocs de formation. Donc, tu sais, je vais voir Jim Collins bientôt. Je m'en vais dans une conférence internationale aussi à New York. Donc, j'essaie de voir des choses pour me sortir de mes baskets, pour me challenger un peu. Une fois par trimestre, une semaine par trimestre, je n'ai pas de rencontre. Donc, mon agenda est bloqué. Je positionne ça entre une trimestrielle et mon conseil d'administration. Ça me permet de réfléchir, de placer mes choses, de réfléchir à ce que je vais annoncer. Fait qu'il y a une semaine où que c'est vide, je veux pas de rencontre. Comme je te dis, je suis une bébite qui a besoin de réflexion. Mais en fait, je pense que tous les chefs d'entreprise devraient se permettre ça. C'est un luxe que j'ai commencé il y a 2 ans. Et là, je suis accro, là, quand j'ai pas mon trimestre en réunion, je suis pas de bonne humeur. Bon, ça peut arriver, mais on travaille fort pour le mettre à l'agenda. Donc, des choses comme ça là, que j'essaie de mettre. Là. Et bon, avant de te poser des petites questions personnelles, qu'est-ce qui vous attend? Les 12, les 24 prochains mois, est-ce qu'il y a des choses importantes que tu pourrais révéler à notre audience concernant l'EEB? Depuis quelques années, on rêve d'un campus. On rêve d'un campus dans lequel plus d'entrepreneurs vont... Puis là, c'est une école, donc c'est un pavillon avec un hébergement. Donc, on est en train d'agrandir ce territoire-là, d'avoir différents campus, différentes infrastructures pour permettre à des entrepreneurs de venir réfléchir, de prendre du recul, d'emmener leurs équipes, d'avoir un moment là, vraiment où qu'on se projette dans le futur puis qu'on se pose des vraies questions. Le EB a comme force ça. On est capable d'avoir les vraies discussions chez nous. Donc, c'est ça qu'on est en train de créer, ce campus-là. Qui va prendre différentes formes. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit. Là, je te dirais que les premières étapes ont été faites. On a agrandi le nombre de chambres, on s'est doté d'une nouvelle salle. Là, il y a du terrain qui est en train d'être acquis pour être capable de mettre d'autres infrastructures. Donc, le rêve initial de Marc, c'était le Princeton de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est toujours la toile de fond qui nous allume et qui nous excite. Et on travaille dans ce sens-là, concrètement, je te dirais, là, depuis 2-3 ans. Là. On va regarder ça de près. C'est assez fantastique, tout ça. Isabelle, peut-être des petites questions personnelles pour terminer. Tu as parlé de Jim Collins. Est-ce qu'il y a d'autres livres, des lectures que tu as faites récemment que tu pourrais partager à notre audience? J'ai découvert cet été Arnaud Desjardins, qui est un philosophe des années 1970. Qui m'a un peu dérangé, le Moses. Oui, il m'a un peu il m'a questionné tout l'été sur toutes nos croyances, en fait, toute la société. Moi, je parle beaucoup de cohérence et de conscience à l'école, sauf qu'on a une société qui nous dirige pas dans la cohérence et la conscience. Alors, comment faire le pont comment le système d'éducation fonctionne aussi, là, toutes les croyances qu'on nous impose très jeunes. Alors, Arnaud Desjardins, c'est vraiment un auteur que j'ai beaucoup apprécié cet été, mais moi, je lis vraiment de tout, là. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Pas tant, honnêtement. Je suis tombée sur On Purpose, dernièrement, que j'ai aimé, avec c'était Michelle Obama. Oui, je veux dire, si on en envoie un, dit Isaac, ça sur le leadership, mais je suis encore de type... Ouais. J'ai besoin d'avoir un livre dans les mains. Ça me permet de réfléchir. Mais bon, je vais y arriver au podcast. Je suis vieille pour ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Des bons livres là, physiques, c'est encore là que je fais ma lecture également de mon côté. Isabelle, ça a été totalement fantastique. Si tu avais peut-être un mot de la fin pour encourager les gens qui nous écoutent à venir vous rencontrer, en savoir un petit peu plus sur l'EEB, qu'est-ce que tu dirais? Il faut venir à l'EEB ne serait-ce que 24 heures. Je veux dire, si vous ne connaissez pas l'EEB ou si vous avez entendu parler de l'EEB, puis souvent on a de la misère à exprimer ce qu'on fait à l'EEB, on a de la résotérique, on a vraiment sorti nulle part, mais
l'EEB, il faut le vivre. Alors, de venir passer un 24 heures, un 2 heures, un 3 heures chez nous, de le vivre, de voir les entrepreneurs discuter, ça l'explique tout. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, on est une école très ouverte et on aime accueillir. On a une passion, c'est d'entendre et d'accueillir et d'accompagner les entrepreneurs. Donc, passez nous voir. Passez voir les gens chez l'EEB. On mettra un lien, bien entendu, dans les notes de l'épisode si les gens veulent en savoir un peu plus. Isabelle Lebert, merci énormément, infiniment d'être venue sur le podcast. Ça a été une belle discussion, des belles anecdotes qu'on a apprises sur l'effervescence qui s'est construite à travers les années avec l'EEB, également la genèse de tout ça, l'évolution. Bref, c'est assez fantastique de voir que vous êtes maintenant 28 cohortes. Il y a une belle croissance, un campus qui est en train de se construire. Bref, il faut regarder ça de près, il faut encourager les gens à en savoir plus sur l'EEB. Ça va créer une meilleure économie, des meilleures entreprises. C'est un OBNL, c'est à la personne québécoise, cette belle école-là. Effectivement, donc c'est très, très important de le mentionner. Isabelle, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.